Bonjour. La loi cadre sur l'enseignement n'est pas passée et ne passe toujours pas au Parlement après négociation, tractation et même évolution des uns et des autres. Il aura même fallu une session extraordinaire au Parlement pour l'adopter, mais là non plus, c'est pas passé. C'est la question de la langue qui freine et entrave toute avancée pour cette loi. Et la ligne de faille est clairement apparue, mettant en désordre les équilibres politiques. Le PAM rejoint en effet la majorité. Le PJD se divise entre défenseurs de la langue arabe et soutien à l'ouverture aux langues étrangères. Le RNI a même été jusqu'à laisser entendre un éclatement de la majorité. Alors, les matières scientifiques doivent être enseignées en fin de parcours de secondaire en arabe ou dans les langues étrangères. Qui a tort, qui a raison et quelle pourrait être l'issue de ce débat? Nous y reviendrons avec nos invités. En seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur la situation en Algérie. C'est désormais acté, Abdelkader Ben Saleh assurera l'intérim de la présidence durant 90 jours et sa mission principale sera d'organiser l'élection présidentielle qui est d'ores et déjà fixée au 4 juillet prochain. Mais la rue ne l'entend pas ainsi, qui a manifesté aussitôt après la désignation d'Abdelkader Ben Saleh en début de semaine, qui a été dispersée pour la première fois à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. De quoi donc les prochaines semaines seront-elles faites? Nous y répondrons aussi avec nos invités. Mohamed Zainabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de l'Observateur d'Afrique et de l'Observateur.info. Khalil Mgharfaoui, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, linguiste à l'Université Abou Chouaïb Toukali à Jdida. Et Naïm Kamal, vous êtes directeur de Kouid.ma, comme chacun sait. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous trois d'être avec nous. La loi cadre 51-17 est donc toujours coincée dans les couloirs du Parlement. Les discussions et concertations avaient achoppé sur un certain nombre de points entre-temps réglés. Et c'est sur la question de la langue que ça bloque toujours. Alors Khalil Mgharfaoui, on commence avec vous. Que prévoit cette loi cadre pour la question de la langue? Alors il faudrait peut-être rappeler que c'est une loi qui concerne l'enseignement et pas seulement la question de la langue. Et cette question de langue revient chaque fois comme un blocage. Ça a été dans le cadre d'un colloque en 2013 où il y avait un colloque sur le chemin de la réussite et il y avait 4 lignes sur la langue d'enseignement et ça a bloqué tout et presque tout est passé inaperçu. Alors que dit cette loi? C'est étonnant parce qu'il y a peut-être des questions qui auraient pu soulever beaucoup plus de débats, notamment la question de la gratuité, etc. Mais c'est la langue qui a ça a été débattu, ça aussi. Oui, mais là, ce blocage est sur la langue. Et pourtant, quand on voit la partie langue, la loi dit qu'il faut renforcer la langue arabe, que ce soit la langue principale d'enseignement, et aller vers l'amazigh, le développer, et puis instaurer le multilinguisme ou plurilinguisme, équilibré et progressif, et faire en sorte que l'enfant marocain, l'élève marocain, quand il arrive au bac, soit capable maîtrise parfaitement l'arabe, capable de communiquer en amazigh et connaissant au moins 2 langues étrangères. Donc voilà, et en plus l'anglais est introduit dans l'enseignement professionnel. Donc ça voilà, c'est assez riche, il n'y a pas que la question de la langue, et peut-être on pourrait le dire tout de suite, quand on ramène tout ce débat à une question de français et arabe, c'est tout à fait faux, puisqu'il y a l'arabe, l'amazigh, l'anglais et les autres langues. Et on reviendra certainement sur ces aspects-là. Une précision, Naïm? Non, j'ajouterais que la question de la langue a également bloqué pendant des mois le Conseil supérieur de l'enseignement, sur la langue de l'enseignement, et on a dû attendre le rapport pendant quelques mois quand même. Alors que le vrai débat est celui de la qualité de l'enseignement et non pas dans quelle langue on pourrait l'enseigner. C'est pour moi la question fondamentale à poser est celle de la qualité. C'est vrai que ça donne l'impression que tout est basé sur la langue et que tout le problème de l'enseignement, c'est uniquement sur cette question de choix de langue, français ou arabe, alors que c'est une question même secondaire, en réalité, par rapport à tous les problèmes que connaît le système éducatif marocain. Oui, il y a eu d'autres débats, comme on en a parlé sur la gratuité, sur un certain nombre de points, mais qui ont été vite réglés. Oui, sur la qualité de la formation, sur la formation des jeunes, une formation adaptée à l'emploi, etc. Il y a plein de choses. Formation professionnelle. Il faut dire que la langue, c'est quand même depuis longtemps qu'on en parle, depuis l'époque du gouvernement Ben Kiran, où Ben Kiran avait fait ses remontrances à Belmokhtar, on se rappelle, c'était sur la question de la langue, c'est exactement sur le même problème. C'est-à-dire que même rien que pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, on a toujours imputé à la langue les problèmes de l'enseignement, comme on le fait aujourd'hui, on continue à le faire en disant que c'est l'arabisation des années 80 qui a induit
la crise actuelle de l'enseignement. Ce n'est pas vrai. Quand l'arabisation est intervenue, l'enseignement était déjà en crise. Il commençait à entrer en crise. Et ce n'est pas une histoire de langue, c'est effectivement une histoire de qualité de l'enseignement. C'est toujours le cas. On n'évacue pas du débat tout ce qui le parasite et tout ce qui le dévie de son réel objectif. On ne peut pas aboutir. On va assister à un dialogue de sourds. Alors, puisque vous parlez de débat, Naïm, débat implique débatteurs. On fait un petit tour d'horizon sur ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Comment ça se passe? Parce qu'il y a une majorité qui est encore en train de devenir brinque-ballante. Je dirais qu'on en est toujours au pas mort. On a d'un côté ce que j'appellerais désormais les arabotisants versus les francotisants. J'entends par là... Un néologisme, voilà. Un néologisme, j'entends par là les partisans de l'arabisme, de l'arabité, de l'arabe, et en face, les partisans de la langue française. Or, ce faisant, on induit en erreur le fond du débat, parce qu'on s'accroche à la langue française, parce qu'elle connote de ce qu'est la présence française au Maroc, de ce que c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le lobby francophone, de ce qu'on appelle les séquelles du colonialisme, ou même pas les vestiges, le néocolonialisme encore présent au Maroc, et dès lors on passionne, au lieu de dépassionner le débat autour de la langue, afin de procéder au blocage. Peut-être qu'on y reviendra, mais tant qu'on n'a pas posé le problème dans son contexte réel et qu'on n'aura pas résolu la question de l'identité marocaine, on n'aura rien résolu. Le problème de la langue continuera à revenir tant la langue est le véhicule. C'est par la langue qu'on gouverne, c'est par la langue qu'on apprend, c'est par la langue qu'on gère le monde et qu'on vit, le vivre ensemble que nous prenons toujours et que nous prêchons. Alors, qui est pour et qui est contre dans cette histoire Vous voulez qu'on parle parti, c'est-à-dire oui, parce que c'est au Parlement que ça se passe. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que le débat, parce qu'aujourd'hui, réduire la question de l'arabe à l'enceinte parlementaire et l'enfermer dans le cercle des partis PJD, Istiqlal, contre... Oui, mais ça bloque, Naïm. Oui, c'est eux qui bloquent, justement. On est bien d'accord sur le fait que c'est l'identité, mais ça bloque. Ce n'est que le prolongement. Le Parlement n'est que le prolongement d'un fait de société, d'un débat de société qui doit sortir du Parlement, parce que le Parlement, non seulement il est bloqué par l'identitarisme de certains, sur cette question je parle, mais parce que le débat dépasse le cadre parlementaire. Il concerne l'ensemble de la société. Et tant, la Constitution, on prend la Constitution, elle définit l'identité marocaine. C'est la confluence de plusieurs affluents. Ces affluents, on les connaît, l'arabe, le berbère, l'andalousie, l'hébreu, la composante hébraïque. C'est la Constitution, mais la Constitution, il y a la réalité. Le législateur, il a pris conscience, les élites politiques éclairées ont pris la mesure de ce que devrait et de ce qu'est le Maroc et de la mixture qu'est ce Maroc. Mais la réalité, il y a des dichotomies, des oppositions énormes qui font que ce blocage se traduit au Parlement par ce triste spectacle que nous vivons depuis quelques jours. Oui, et qui continue depuis un certain moment. Alors, il y a un véritable problème au Maroc, c'est que on pose des débats, on les lance, on s'enflamme, parfois on bloque, on débloque, mais on reste toujours au point mort. Et à force de tourner en rond, on risque d'avoir le tournis. Et pendant ce temps, le pays n'avance pas. Et c'est pour ça que j'ajouterai au camp des deux partisans de la francophonie ou de l'arabité, l'arabisme, etc., les universalisants. Et la majorité aujourd'hui de nos enfants ont des esprits universalisants. Ils ont une soif d'universalité. Et ce sont nos enfants qu'on doit écouter. Ces gens qui s'opposent au Parlement veulent légiférer et passer des lois qui pourraient peut-être pas vivre. Pendant ce temps, nos enfants ont choisi d'eux-mêmes l'anglais que l'école marocaine ne leur a pas dispensé.
Certains et certaines ont choisi le coréen aujourd'hui. Ils apprennent par eux-mêmes, ils sont férus de pop coréen, etc. Et échangent avec des Coréens, ils sont dans un autre univers. Ben, j'ai peur pour mon pays, pour voir ces enfants débranchés totalement et déconnectés des débats qui enflamment leur politique et qui ont l'esprit véritablement ailleurs. On ne s'étonnera pas demain que des enfants, des jeunes, dès qu'ils décrochent leur diplôme, ben, ils s'en vont ailleurs. C'est sur la cause de ces fuites des cerveaux dont on parle comme ça génériquement qu'il faut s'appesantir, qu'il faut s'intéresser. Et s'il y a une solution à trouver, elle n'est pas dans la langue, elle est dans l'univers que recherchent nos jeunes pour évoluer, pour aller dans l'intelligence artificielle, pour s'intéresser à l'espace. Il faut suivre les jeunes Marocains qui hier s'intéressaient à la première image du trou noir qui posait des questions. Et j'invite nos politiques un petit peu à écouter ces jeunes qui vont leur parler un langage malheureusement qu'ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas en arabe, ce n'est pas en français, ce n'est pas en espagnol qu'il faut parler cette langue, c'est dans le langage de la science. En fait, écoutez, les jeunes, il y a un décalage, c'est ce que vous disiez un instant, Naïm. Il faut sortir de l'enceinte bloquée et petite du Parlement pour écouter la société et voir qu'il y a ce décalage. Alors justement, il y a un malentendu. On reste sur à la même place, en fin de compte, parce que le débat ne se fait pas à partir des mêmes bases. Il y a une base politique. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire est vraiment très juste, sauf que certains ne parlent pas. Ils parlent politique à leur politicienne, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes à régler, ils saisissent la langue. Mais il y a une base idéologique, et les gens qui parlent de la base idéologique qui s'appuie sur l'identité, mais pas comme le dit Naïm, une autre identité. Et puis il y a ce qui est pragmatique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand le ministère et quand le Conseil supérieur a choisi de franciser ces matières-là, il n'a pas fait sur un coup de tête, ni parce qu'il aime la langue française ou déteste la langue arabe, mais parce qu'il y a un vrai problème au niveau de l'enseignement supérieur dans les facultés de sciences. Donc, quelle est la solution ? Qui est entièrement en français. Justement, et quand on voit les profils des gens qui sortent et qui sont arabisants, alors même en anglais, mais qui sont arabisants, ils n'ont aucune chance de s'insérer dans le monde du travail. Parce que le monde professionnel, socio-professionnel, aujourd'hui au Maroc est francophone. Donc si on veut d'un point de vue vraiment pragmatique, c'est cette langue qu'il va falloir enseigner. Si le monde change, le monde professionnel, on ira faire une autre langue. Et on fait croire aux Marocains que l'introduction de ces langues dans ces matières-là porte atteinte à leur identité. Donc en fait, le débat est faux parce que, excusez-moi, prenons l'exemple des facultés de droit, par exemple, le droit en français. Vous avez pas mal de jeunes étudiants qui sont tout à fait arabisants, qui ont leur bac national, qui préfèrent partir à la fac de droit en français parce qu'ils ne maîtrisent pas assez l'arabe. Donc là, il y a un véritable problème. Oui, Naïm, vous voulez faire une remarque ? Oui, s'il vous plaît. Il faudrait aussi, à cette occasion, tordre le cou à une autre fausse vérité. Souvent, dans les polémiques, parce que ce n'est pas des discussions, dans les polémiques, dans ce sens où la polémique est à la discussion ou au débat ce que le crachat à la salive, c'est-à-dire quand elles deviennent malsaines. Et on nous dit que tel pays enseigne dans sa langue nationale les sciences. C'est peut-être vrai, on ne va pas dire que c'est faux, mais en même temps, ces gens-là maîtrisent la langue anglaise. Parce qu'aujourd'hui, si la langue anglaise compte plus d'1 milliard de locuteurs, c'est-à-dire plus que l'arabe, l'espagnol et le français réunis, ce n'est pas seulement pour une histoire de commerce, parce que le commerce l'exige aussi, mais parce que tout ce qui est big data, tout ce qui est circulation de l'information à une échelle massive est en anglais. C'est très simple. Entrez, prenez un PC, prenez un ordinateur et cliquez sur un moteur de recherche.
faites une recherche, faites l'expérience, faites une recherche en français ou en arabe, et vous allez voir ce qui va en sortir. Rien, pratiquement. Enfin, si quelque chose quand même plus en français qu'en arabe, évidemment. Mais cliquez en anglais et vous allez voir. C'est le monde qui s'ouvre. C'est l'univers qui s'ouvre. C'est même pas le monde, c'est l'univers, c'est le trou noir qui devient photographiable. Alors que par définition, il ne l'est pas. Alors qu'on arrête de raconter des bobards à nos enfants. C'est intéressant ce que vous dites à nos citoyens. Sur ce point, justement, je voulais vous demander ça. On n'arrête pas de dire la langue maternelle, enseigne la langue, mais il n'y a aucun pays au monde qui n'enseigne pas une langue étrangère. Donc, et faire croire que enseigner la langue maternelle signifie évacuer les langues étrangères, c'est tout simplement Alors, on en parle une tout à l'heure. escroquerie. Je reviens à vous, Mohamed Zeinabi. Quel est le problème, justement, d'enseigner certaines matières scientifiques en français ou en anglais et pas en arabe? Quel est le problème? Naïm dit qu'il y a rien sur Internet. C'est juste un problème de continuité entre le secondaire et l'université. Si l'université était en arabe, il n'y aurait pas de problème. Mais maintenant, est-ce qu'on peut enseigner les sciences en arabe à l'université? Et pourquoi on ne peut pas l'enseigner? Mais parce que les grands savants arabes écrivent en anglais. Tout ce qui se produit dans le monde arabe en sciences et en savoir... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de contenu? Ben justement, ils produisent en anglais. Pourquoi ils produisent en anglais? Parce que c'est la langue dominante. Si vous êtes de l'Arabe ou si vous êtes de Koweït, vous publiez en arabe, vous avez quelques milliers de personnes qui vont vous lire. Donc vous publiez en anglais. Et tous les pays arabes enseignent en anglais. Enfin, à part le Maghreb. Mais je veux dire, il y a un seul pays qui enseigne en arabe dans le supérieur, qui est la Syrie. Mais à part ça, alors, le reste... Alors, je reviens à cette question essentielle pour moi, c'est celle de notre langue maternelle. En vérité, soyons honnêtes, est-ce que notre langue maternelle est l'arabe classique? Je n'irai même pas. Alors, si on voulait réellement enseigner à nos enfants quelque chose qu'ils comprennent... Ça, c'est le sous-débat dans le débat, effectivement, mais c'est important de le dire aussi. Des mots qu'ils comprennent, qu'on leur enseigne alors toutes les matières, d'abord en darija. Donc vous faites la différence entre langue nationale et langue maternelle. Est-ce que vous croyez que le français de l'école et le français de la zone est le même? Est-ce que vous croyez que le français du supermarché et le français des Champs-Élysées pour faire les magasins est le même? Mais la base, la base est la même. Si vous prenez un enfant français, vous prenez quelqu'un analphabète qui n'a jamais été à l'école et vous pouvez lui lire un livre en français, il comprendra. Non, je suis désolé. Non, il comprendra. Je suis désolé. Tous les tests qui ont été menés sur le français et la compréhension de la langue française se sont avérés que précisément il y a incompréhension de ce que les livres disent. C'est un problème que vive la France. Ils le vivent aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas... On ne va pas rentrer sur le débat en français. Récemment, le téléjournal donné en arabe classique. Récemment, c'est une enquête récente qui a été menée en France sur la compétence en mathématiques des enfants français. Il a énormément régressé et c'est souligné. Et s'il y a régression, et c'est là peut-être la piste qu'on ne veut pas ouvrir en France parce que ça serait ouvrir la boîte à Pandore. Alors, on reste au Maroc non, cette histoire de la langue, de l'enseignement, l'apprentissage de la science et la langue maternelle, il faudrait aussi lui tordre le cou. Parce qu'ils sont dans les mathématiques dans une langue qui n'est pas celle finalement des mathématiques, combien même la France a eu de brillants mathématiciens dans son histoire. Oui, Mohamed Zeinabi. Alors, nous devons le reconnaître, un tagine des langues. Il y a l'amazigh avec ses variantes, il y a la darija, il y a une symphonie, etc. C'est plus élégant, effectivement. Deux langues officielles, deux langues nationales, une langue vernaculaire et les langues étrangères. Et si on s'enfonce dans cette discussion de la langue, on tombe dans le même travers que les politiques. Oui. Alors, c'est le contenu qui doit guider la réflexion. Nous avons un exemple. Ce n'est pas la France, il faut un petit peu oublier la France et se tourner vers d'autres contrées qui, malgré leurs problèmes, émergent et sont devenues aujourd'hui de grandes puissances, l'Inde notamment, où il y a
Là, en l'occurrence, on peut parler d'un salmigondien, ouais, vraiment, un ratatouille de langue qui ne les empêche pas d'avoir les meilleurs ingénieurs informaticiens qui exportent leur savoir à partir de leur pays vers le monde entier. Et puis la question de la langue est liée aussi dans l'esprit des politiques. Et c'est ça ce qui est malheureux en fait. Il la lie à la question de la sacralité. Oui. Moi j'ai envie de dire, excusez-moi, que Dieu comprend toutes les langues. Et c'est une insulte au divin que de dire que si non, il faut apprendre l'arabe, sinon c'est la langue sacrée, etc. Non. Je vais ajouter un truc. Dans le Coran, il y a un signe où il est dit, je ne me rappelle plus exactement, où Dieu envoie ses messagers et son message aux humains. Selon leur parler. Selon leur parler et leur langue. Ça veut dire qu'il a envoyé le Coran aux Arabes, ben c'est très bien. Dans ce cas, si on rentre dans cette logique, les islamistes ne s'en rendent même pas compte. On va dire que il a été envoyé aux Arabes, en langue arabe. Restez. Alors là, justement, quand vous parlez de ça... Rapidement, parce que moi j'ai lu un commentaire sur Facebook qui résume tout ça. Il y a quelqu'un qui a écrit « Enseignez-nous et formez-nous dans la langue que vous voulez, mais formez-nous au moins. » Voilà. Alors si on revient au côté politique, justement, vous parliez, Naïm, d'islamistes, vous parliez, Mohamed Zainabi, d'identité. Bien, il y a deux opposants à cette question de langue. Il y a le PJD et il y a l'Istiqlal. Le PJD est opposé pour une question identitaire, encore une fois. Alors que l'Istiqlal part sur une autre... Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Pourquoi l'Istiqlal refuse ça? Est-ce qu'il refuse net l'ouverture à des langues étrangères, ou alors il propose autre chose? Par exemple, donner du temps. Alors, c'est justement ce que je disais tout à l'heure sur les bases sur lesquelles on construit un peu son discours. C'est idéologique. L'Istiqlal, c'est très ancien. Ça a été toujours ce discours-là. Donc ça n'a pas changé, même si l'actuel premier secrétaire est un francophone parfait et qui a fait des études trilingues, etc. Mais là, c'est vraiment une boutique politique. On sort un peu les arguments qu'on a. C'est-à-dire alors que le PJD, c'est pas tout le PJD, parce que le PJD avait divisé. Oui, il avait jusqu'à la sortie de Ben Kiran, qui apparemment a dit que, enfin apparemment j'ai vu ça, il a dit que si j'étais moi encore, ce qui montre qu'il a un peu la nostalgie du pouvoir, j'aurais pas fait passer. Et puis si l'Atmani, tu peux quitter comme j'ai quitté, etc. Bon, il y a quelque chose de psychologique ou peut-être qu'il faudrait étudier dans cette, mais c'est vraiment un discours politique. Et juste une chose, quand on attache l'identité à la langue arabe, on fait un grand tort à la langue amazigh. Pourquoi dire qu'on va défendre notre langue arabe et enseigner avec, il faut la protéger, mais dans ce cas-là, enseigner aussi en amazigh, avec toutes les difficultés. C'est anticonstitutionnel d'ailleurs, de dire que l'identité marocaine est arabe, parce que, comme je le disais, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il y a beaucoup de confluents dans cette identité. Il n'y a pas que l'arabe. Pourquoi? Non, c'est-à-dire, pour revenir à l'histoire, ce qu'a dit Cheikh Khalil est juste. On est en train de créer des fractures arabes amazigh, et on est en train de les enfoncer, et peut-être à dessein. Et là, il faut se méfier. Maintenant, je reviens à l'histoire de l'Istiqlal. À dessein ou inconsciemment? Non, à dessein. Il y a peut-être, j'ai dit, peut-être à dessein, parce que je ne veux pas absoudre, mais je ne veux pas non plus condamner. Mais pour revenir à l'Istiqlal, l'attitude actuelle est beaucoup plus politique qu'idéologique, même si la question identitaire et de la langue vient de loin, elle vient de Al-Fassi. Al-Fassi a beaucoup travaillé sur les Haouia al-Maghribiya, Et à partir de là a émergé, mais moi je suis sûr, ayant lu l'autocritique de Al-Fassi, que si Al-Fassi était encore en vie, il aurait beaucoup évolué sur cette question. Tout à fait. Ils auraient conseillé aux Marocains d'apprendre le chinois, j'en suis certain. Ça, c'est sûr. Alors, quand on parle aussi de langue, il y a la question, l'argument pour ceux qui sont pour l'ouverture des langues étrangères, c'est la question de l'égalité des chances. On y reviendra en deuxième partie. On est arrivé à la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants. Merci.
Rebonjour. Avant d'aller en Algérie pour notre second thème, nous allons poursuivre sur le premier qui est le blocage de la loi cadre sur l'enseignement pour la question de la langue. On en parle pour ceux qui nous rejoignent avec Mohamed Zainabi, vous êtes rédacteur en chef de l'Observateur.info. Khalil Mrafou, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Chouaib Koali Ajdida. Naïm Kamal, vous êtes le directeur et l'éditorialiste et le fondateur de Quid.ma. Juste avant la pause, Mohamed Zainabi, je vous posais la question sur pourquoi on lie cette question d'ouverture des langues, d'ouverture aux langues étrangères, à l'égalité des chances. C'est quelque chose qu'il faut quand même expliquer parce qu'il faudrait dire aux défenseurs du tout arabe qu'après, ça pose un problème aussi bien pour l'université que pour le débouché sur le travail. Mais alors, clairement, on l'a dit au début, c'est que quelqu'un qui n'a pas maîtrisé le français le long de son cursus scolaire, etc., va se retrouver en difficulté en fin de parcours. Parce que les entretiens se font en français, parce qu'il y a une élite francophone encore dans le monde des affaires qui recherche des gens qui sont ouverts à l'international, parce que les échanges avec le monde se font dans une langue autre que l'arabe, parce que. Et donc, ben voilà, quelqu'un qui n'a pas appris au moins le français et maintenant de plus en plus l'anglais aura des difficultés à avoir du travail. C'est ce que les politiques devront comprendre. Mais alors, il y a une réalité concernant cette question d'égalité des chances. Nous avons une partie des jeunes et des enfants qui ont la possibilité de suivre leur enseignement dans le privé. Ceux-là, dont la plupart, ils sont plus à même de maîtriser le français, l'anglais, etc. Ils ont un système presque à part qui leur qualifie pour le monde du travail. Et on a l'écrasante majorité des Marocains. Et là, je peux témoigner parce que j'ai décidé dernièrement de revenir à la faculté des lettres, des études françaises. Et donc, j'ai vu des jeunes, moi-même, j'ai décroché un bac pour y revenir. Je suis allé voir pendant 3 mois, j'ai suivi des cours, etc., pour voir cette réalité que les politiques ignorent parce qu'ils ne mettent pas, ou rarement, les pieds dans les universités et ne parlent pas aux étudiants. J'ai trouvé que c'est ça le mot qui revient le plus. On va à la fac, la majorité des Marocains aujourd'hui, des jeunes Marocains, c'est-à-dire des Marocains de demain, choisissent les études universitaires à la fac par défaut. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce que je n'ai pas eu les bonnes moyennes, parce qu'on m'a mal orienté, c'est ce que j'ai entendu. Et dans les études françaises, les étudiants sont censés au moins avoir les bases de français. J'ai vu des étudiantes et des étudiants qui ne savent pas écrire une phrase correctement. J'ai vu des profs obligés d'expliquer des choses en dérija. Voilà notre élite. On est dans le monde universitaire, etc. Il faudrait que ces politiques aillent voir ce qui se passe là-bas. Je sens que vous êtes révolté et il y a de quoi, mais j'ajouterai aussi autre chose, c'est qu'on n'a jamais vu autant de centres linguistiques fleurir et prospérer dans les grandes villes du pays. On apprend toutes les langues, vous parlez du coréen, on parle du japonais, on parle du chinois. Généralistes étrangères. On a les Belges, on a les Suisses, on a les Français, on a les Américains, on a les Anglais et ils arrivent encore. Il y a même certaines écoles privées. On est en train de substituer. Il y a même certaines écoles privées qui respectent donc le programme national et qui font tous les vendredis après-midi, par exemple, ou des cours de samedi soutien, en langue pour remettre à niveau de la langue. Alors, ça montre le centre de langue de l'Institut français est le plus grand au monde, celui de Casablanca, est le plus grand au monde en termes d'inscrits. Mais ce que vous avez dit, c'est une réalité que nous connaissons. Moi, je viens de cette faculté. Et les chiffres le montrent, il y a des chiffres. On a les 3/4 minimum, c'est-à-dire 75 jusqu'à 80% des étudiants ne franchissent pas le seuil de la première année. Donc ça veut dire qu'on a quand même une déperdition énorme et beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie parce qu'on a des salles, on a des profs, etc. Parce que justement ces jeunes viennent à la fac, souvent parce qu'ils n'ont pas été acceptés ailleurs, et souvent parce qu'ils croient que les études françaises, c'est une école de langue, et qu'ils vont améliorer leur français. Ils pensent que... Alors, moi, je ne suis pas étonné parce qu'on a beaucoup sorti le discours duel des dirigeants
qui parlent de l'arabe et qui envoient leurs enfants. Je me pose la question, est-ce qu'un Marocain qui a les moyens, est-ce qu'il mettra son enfant dans une école publique où on n'enseigne pas le français? Celui qui a les moyens, et même des gens qui se saignent pour mettre leurs enfants dans ces écoles. Donc, il y a ce qui est discours idéologique et politique, et il y a ce qui est pragmatique. Et ce qui est pragmatique, c'est ça. C'est donc, quand on dit qu'il faut enseigner ces matières dans ces... C'est pour qu'il y ait une égalité des chances, justement. Pour que le fils du pauvre, qui ne peut pas payer une école privée, puisse trouver les mêmes conditions et se retrouver à la fac dans les mêmes conditions qu'un enfant ou qu'un élève qui vient de l'école privée. Lequel enfant sans moyens, d'ailleurs, va apprendre lui-même sur Internet. Il y a juste Allez-y pour l'anecdote. Juste un côté anecdotique, c'est que lorsque s'est posée la polémique autour de l'introduction de mots dialectals dans le livre scolaire, le manuel scolaire en arabe, il y a eu beaucoup de sites qui ont fait des micro-trottoirs. Et l'une des choses qui m'a frappé dans ces micro-trottoirs, c'est qu'il y avait des gens, on le voit à leur façon de parler, à leur vestimentaire, à leur, que c'est les couches sociales basses qui s'exprimaient. Et souvent, qu'est-ce qu'ils disent ? Eux, ils mettent leurs enfants dans les écoles privées, ils mettent leurs enfants dans le... Et nous, ils veulent apprendre à nos enfants qu'ils l'apprennent à leurs enfants. Donc le problème n'était pas est-ce qu'on va parler dialectal ou arabe, c'était où mettre son fils. Alors, c'est-à-dire comme si ce fait même d'introduire l'arabe dialectal était déjà une façon de procéder à une encore sous-évaluation de l'enseignement public. Ça aussi, il y a une idée, c'est que l'État travaille un petit peu contre ces couches sociales. C'est-à-dire que quand on met les mots marocains, on dit « Ah, c'est pour... » Parce qu'il y a la théorie du complot. On veut garder une élite, et donc si on met l'arabe marocain, c'est pour que le fils du peuple... Et si on met un français, c'est la même chose. Le problème, c'est que cette théorie de complot n'est pas sans fondement, malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être pas volontairement, mais involontairement. Quand la dégradation de l'enseignement public a commencé, qu'est-ce qu'on a assisté ? Parce qu'on a 2 enseignements, maintenant 3, 4 enseignements au Maroc. On a le privé, on a le public et on a l'émission, qu'elle soit française ou américaine ou autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les cadres, les élites, les décideurs mettaient leurs enfants à l'école missionnaire ou à l'école privée, et de ce fait n'étaient pas directement touchés par les problèmes de l'enseignement public. De ce fait, inconsciemment ou consciemment ou à dessein, et d'ailleurs on l'a dit plusieurs fois, on a consacré ce système pour créer 2 écoles, pour perpétuer la reconduction des élites en circuit fermé. Oui, ça a été dit. C'est-à-dire, c'est aussi, si... Je crois que les Tunisiens l'ont fait, il faut vérifier, mais je ne vais pas trop m'avancer. Si on avait fait l'option dès le début, je parle à l'indépendance, de l'école unique, c'est-à-dire tous les Marocains, qu'ils soient fils de ministre, fils de pape, fils de qui qu'ils veulent, ils vont à l'enseignement public marocain. Les décideurs, les ministres. Alors l'école unique, ils auraient vécu les problèmes d'enseignement dans leur chair, et j'en suis sûr et j'en suis convaincu qu'ils auraient eu, à l'égard des problèmes de l'enseignement, à l'égard des solutions à lui apporter, une autre attitude. Mais la réalité est telle qu'aujourd'hui, on est face à des enseignements à plusieurs vitesses. Ce qu'on doit logiquement demander, c'est une école publique de qualité. Le reste, qu'il y ait du privé, de high-tech ou machin, etc., que quelqu'un qui ait les moyens et qui voudrait aller dans des écoles privées, qu'ils aillent. Mais le fils du peuple, si on veut parler comme le feraient certains populistes, doit aller dans une école publique de qualité. C'est ça l'égalité des chances. Surtout qu'il doit avoir, attention, des profs de qualité. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'enseignement. Je ne veux jeter la pierre à personne, mais il y a de la mauvaise qualité, beaucoup de mauvaise qualité dans l'enseignement. J'ai fait mes études dans une école publique où il y avait une mixité incroyable. C'est-à-dire qu'on avait des enfants qui venaient de familles très riches et des enfants qui venaient des bidonvilles.
Et ça permettait justement à l'époque, si on allait à l'école privée, c'est qu'on a été rejeté par l'école publique, c'était mal vu. Mais c'était une école, justement. Pas connaître, comme on dit. Alors, il y a un phénomène qui s'est pas, enfin, un fait qui s'est passé dernièrement, qui n'est pas passé inaperçu. Ce sont les jeunes étudiants, élèves marocains qui ont remporté un concours, qui ont remporté des prix. Voilà. Et bien entendu, on a fait le tour et on a trouvé qu'il y avait l'école publique, qu'il y avait l'école privée, mais c'était en français. C'est-à-dire, on ne défend pas le français, mais bon, il se trouve qu'il y a quand même plus d'aisance à l'apprentissage, à moins qu'on fasse la traduction, donc on remplisse le contenu, ou qu'on forme bien les professeurs pour l'arabe. Alors, dernière question. Ce problème-là, il est venu de quoi? C'est parce qu'on a vu qu'il y avait des enfants de l'école publique. Il y a des communiqués, enfin des posts qui sont sortis pour dire voilà les enfants qui étudient en arabe et qui ont réussi. Après vérification, on s'est rendu compte, donc ça a été exploité. Hein, au début, ça a été exploité pour ceux qui... Dernière question sur le thème en tour de table, rapidement. Rapidement, c'est qu'on ne traduit pas le contenu d'un programme scolaire comme on traduit par un traducteur assermenté un acte adulaire. On ne traduit pas un programme, on traduit une connaissance, un corpus. Ceux qui disent qu'il faut prendre l'anglais, prendre le français et la traduire en arabe, c'est une opération beaucoup plus complexe qu'une simple traduction, comme on ferait la traduction d'un acte adulaire pour le faire prévaloir. Alors je passe à ma dernière question parce que j'y tiens. La crise donc est politique, vous l'avez bien dit Naïm au début, il ne faut pas cadrer ça ou coincer ça dans l'enceinte parlementaire. Alors, question très simple, où sont les intellectuels dans ce pays? Autour de cette table. Hein? Et sur la presse, non, on a quand même beaucoup. Parce que plus sérieusement, il y a eu quand même la sortie dont on parlait autour de la table tout à l'heure de Abdelillah Ben Kiran était fondée sur la position du mouvement Unicité et Réforme, qui ont pris position claire. Bon, on dit que c'est pas la politique, c'est une association, mais où sont les autres intellectuels? Pourquoi il n'y a pas de débat intellectuel? Mais attention, vous mettez Ben Kiran dans le rang peut-être d'intellectuel. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il s'est fondé, lui c'est un politique, il s'est fondé sur l'opinion, sur l'avis clair et net du mur. Là, son discours est très clivant, ça veut dire que... Alors, un par un, s'il vous plaît, on commence par ce mois. Voilà. On termine avec vous. Alors, les élites marocaines, d'abord, le plus souvent, ils gardent le silence. Sur la question religieuse, on peut maintenant faire, on va un petit peu surfer sur le net et regarder ce qui s'écrit, etc., en termes de religieux. Des bêtises sont dites à longueur de journée par des politiques, par des muftis, etc., et rarement les élites marocaines montent au créneau sur les questions religieuses. C'est très dangereux. Il faudrait qu'ils disent basta, il faut que la raison prime dans ce pays. Et sur la question de langue aujourd'hui dont on parle, etc. Mais il est utilisé politiquement et vous avez parlé du mur, il y a de la religion qui vient de se greffer dedans. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend quelqu'un qui parle en populiste au peuple, avec Andalija, etc. Quand certains intellectuels montent au créneau, ils le font le plus souvent en français ou alors en arabe savant. Ce discours n'arrive pas au peuple. C'est pour cela qu'on n'est pas, on ne joue pas dans la même division entre élite et sphère politique. Très bien. Khaled Brafaou, où sont les intellectuels? Moi, je pense qu'ils réagissent parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Tous les partis politiques ont pris position. Et l'Tilaf al-Watani al-Lugha al-Arabia, ils ont publié un communiqué. Il y a eu 150 personnalités qui ont signé pour ne pas franciser. Il y a Aourid, il y a Khrouz, il y a plein de gens qui ont... Alors le problème, ça revient, c'est toujours la même question. Sur quelle base? Est-ce que c'est sur des bases idéologiques et politiques ou alors sur ce qui est la réalité, donc pragmatique? C'est ça le... Non, je crois que la question de Aziz a été de parler des intellectuels qui seraient au-dessus de la mêlée politique, qui prendraient... C'est-à-dire, même si Abdellah Belaroui est quand même teinté USFP pendant un certain temps, style mais il est quand même au-dessus de la mêlée. Abdellah Belaroui, style les Aziz Al-Hababi, style des gens qui étaient, c'est-à-dire qui intervenaient sur des problèmes de société
avec un maximum, sinon on va dire un minimum pour ne pas exagérer, de neutralité et de distance vis-à-vis du politique. C'est peut-être ce qui fait aujourd'hui, quand vous citez le truc machin de la défense de la langue arabe, il est connoté idéologiquement et politiquement. Je voudrais revenir rapidement à Abdelillah Ben Kirel. On va passer à l'Algérie. Et il n'avait pas besoin du mur pour s'exprimer sur ce sujet. Il a pris appui sur le mur pour avoir un meilleur impact sur le PJD, pour créer vraiment la zizanie à l'intérieur sur l'Asmani et à l'intérieur du PJD. Mais Ben Kirel, moi j'ai vu Hassan Aourid qui a donné un exemple extraordinaire. C'est quand on lui a posé la question que, et c'est l'un des credos des arabotisants dans cette affaire, c'est de dire que c'est l'aliénation qui est à l'œuvre. Or, il dit, Abdelrahim Bouabid, il a donné ces deux exemples. Mehdi Ben Barka ont bien été à l'école française, formés par des Français. Est-ce qu'ils ont été aliénés? Abdelillah Ben Kirel lui-même, sa génération, il a fait tout son enseignement en langue française. Il avait dit 8 heures d'arabe, 1 heure de tarbiya al-wataniya, 1 heure de tarbiya al-islamiyya, et sur les 35 heures hebdomadaires, tout le reste était en français. Est-ce que ça a fait de lui un aliéné? Si c'est un aliéné, alors c'est une autre aliénation que celle qu'on l'entend. On va rester là. Concernant deux mots, s'il vous plaît, on a parlé du PJD, mais on peut reprocher la même chose à l'Istiqlal et aux autres partis. C'est-à-dire qu'en donnant cet exemple de Ben Kirel, nous avons réagi par rapport à la question sur Ben Kirel. Mais tout le monde est, je veux dire, coupable sur cette question de blocage d'idées pour trouver aux Marocains des solutions, au lieu de toujours s'engueuler sur des problèmes. Très bien, on va en rester là sur ce thème de l'enseignement de la loi cadre sur l'enseignement et de la langue arabe ou l'ouverture sur les langues étrangères. Le Parlement se retrouve dans quelques jours, se réunit dans quelques jours. On espère qu'ils trouveront une solution. On passe au second thème, l'Algérie, 90 jours d'incertitude. Abdelaziz Bouteflika donc appartient à l'histoire et Abdelkader Ben Saleh est entré en même temps qu'au palais de Mouradia, le palais présidentiel. Immédiatement après sa désignation, des manifestations ont éclaté, mais cette fois, comme disait en ouverture, les forces de l'ordre ont dispersé les étudiants qui contestent le maintien du système. Alors, Naïm Kamal, rapidement, qui est Abdelkader Ben Saleh? Je pense que vous ne pouvez pas aller plus... Le président par intérim de l'Algérie. Marocain. Non. Non, il n'est pas marocain. Il a une nationalité après. Il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Beaucoup de précautions parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, des informations. Il dit qu'il est né à Falla. Et puis franchement, on n'en a rien à faire. Absolument. C'est un Algérien. Il a fait toute sa vie en Algérie. Même à supposer, parce que ça reste à vérifier, cette histoire. Sa biographie officielle dit qu'il est né à Tlemcen. Non, mais on est en train de parler d'une génération qui est née dans une époque où les frontières n'avaient pas le sens qu'elles ont aujourd'hui. Alors il faut vraiment limiter ce débat. Ce n'est pas le plus important. Alors qui est Abdelkader Ben Saleh est un homme du sérail. Il a servi tous les caciques du FLN. Depuis 1962, depuis l'indépendance, il a été à tous les postes. Il a été au Sénat, il a été au l'équivalent de la Chambre des représentants, l'ANP, l'Assemblée nationale populaire. Et il est président du Conseil de la Nation depuis 17 ans. Depuis 17 ans, il a été mis là. Il a été d'ailleurs dans le Conseil national de transition en Algérie de 92 à 96, je crois, celui qui avait assuré après la destitution de Chedli Mejdid et l'assassinat de Boudiaf, qui avait assuré le rôle consultatif parlementaire de l'époque. Et c'est Bouteflika, pour parler de l'histoire récente, qu'il a nommé dans son tiers, ce qu'on appelle le tiers présidentiel, dans ce qui est la deuxième chambre algérienne. Et à ce titre, il a été choisi par ses pairs pour être, bien sûr, sur ordre de Mouradia, pour être le président. Mouradia, c'est le palais présidentiel. Le président, ce qui permettait à Bouteflika de placer partout, comme il en a placé au Conseil constitutionnel, comme il en a placé Gaye Salah lui-même à la tête de l'armée pour évacuer le général Ammari. Ben Salah, c'est un oligarque classique dans la pure tradition, j'allais dire entre guillemets, soviétique
du FLN. Alors, donc, il a été désigné mardi, ce qui veut dire que l'Algérie est restée sans chef de l'État. D'ailleurs, il n'est pas désigné président de la République, mais chef de l'État, qui est une distinction assez particulière. Et l'Algérie avec des prérogatives limitées. Donc, enfin, sa mission principale est, pour ainsi dire, d'assurer la transition, de préparer les élections. Bon, les manifestations ont repris de plus belle parce que les gens n'ont pas accepté. Justement, c'est un homme du sérail du système et eux veulent que le système entier parte. Est-ce qu'on peut, Mohamed Zinabi, parler d'acte 2 ou de deuxième vie ou de deuxième phase de ce mouvement de contestation qui est en Algérie maintenant que Bouteflika est parti? Voilà, Bouteflika est parti. Il n'y a pas eu jusqu'à présent une solution qui convainque le peuple. Ben Salah est contesté. Il a fixé pour le 4 juillet la tenue des élections. On a bien vu que aujourd'hui, vendredi, se prépare une grande manifestation. Jour de fête nationale d'ailleurs, c'est le 4 juillet. Voilà. Et donc, la phase nouvelle aujourd'hui, qui est très dangereuse et qui sera fatidique pour la suite des événements, et que le peuple se trouve plus que jamais face à l'armée. Que va faire l'armée? Premier signal donné, les petites bombes lancées sur certains manifestants. C'est un mauvais signal et on peut craindre le pire pour nos voisins. C'était le jour même et le lendemain déjà. Le deuxième signal, c'est le discours de Gaïd Salah qui dit la main de l'étranger, il chasse un correspondant de l'AFP pour faire diversion et s'accrocher à la France comme interventionniste, etc. Est-ce que ça marche, ça? Ça ne trompe personne. La preuve, c'est que les manifestations se poursuivent. 3, Gaïd Salah s'autoproclame juge des juges en disant que oui, on va mener une campagne main propre, mais il détermine que ça sera l'affaire Sonatrach, Boucher et Khalifa. Mais alors, le peuple demande que Gaïd Salah aussi passe par la case reddition des comptes et probablement les 35 dossiers dont on parle en Algérie sont de dossiers aussi là-dedans. Juste une question pour vous sur Gaïd Salah, rapidement, l'université comme solution. Une petite phrase. Il y a eu une fuite faisant dire au Figaro un flash comme quoi les services secrets russes ont informé les services ou leurs homologues algériens que la Russie ne voulait pas de l'ingérence française dans la transition. Et ils l'ont fait fuiter, ils l'ont fait circuler sur certains sites, justement pour créditer cette fallacieuse idée dans la désinformation. Alors, de l'intervention extérieure. Et de terminer avec vous avec Général Gaïd Salah, Khalil Mghalfa, le mouvement dure maintenant depuis pratiquement, enfin presque pas loin de 2 mois, 1 mois et demi, on va dire. Et il y a des ébauches de solutions, des ébauches de propositions. Est-ce que l'université n'a pas son rôle à jouer? Parce qu'on a entendu dire, on a vu d'ailleurs des professeurs, des enseignants, des confrères à vous, organiser des ateliers de formation sur ce qu'est la Constitution, ce qu'est une manifestation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à chercher là-dedans? Je devais être au mois de mars en Algérie, à Alger même, pour un colloque, et on l'a annulé justement parce qu'il y avait ces faits. Alors, d'abord, je pense qu'il faudrait quand même saluer la maturité des Algériens quand ils sont sortis. Pacifiquement, pendant des semaines et des semaines pacifiquement. Concernant l'université, il faut savoir que depuis l'année 2000, quand il y a eu cette augmentation des prix du pétrole et donc la manne pétrolière, l'Algérie a massivement investi dans l'université. Il faut savoir qu'ils ont presque 2 millions d'étudiants pour une population qui n'est pas loin de la nôtre, alors que nous avons 900 000. Nous. Vous voyez, donc ils sont très loin, ils ont construit beaucoup d'universités, il y en a 88 à peu près, dans toutes les wilayas, il y a des universités, plusieurs établissements. Alors, mais ça c'est l'aspect... Ils n'ont pas le problème de la langue? Non, alors, ils ont le même problème. Le même problème, la langue avec l'arabe dialectal, absolument les mêmes problèmes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont construit les murs, mais bon, pour construire des profs et les former, etc., c'est autre chose. Et là, avec la crise économique, l'université algérienne souffre beaucoup en termes de... Il y a beaucoup de chômeurs d'ailleurs, diplômés chômeurs dans un pays... Mais chaque mardi, les universitaires et les étudiants sortent. Alors eux, ils ont choisi mardi, non pas vendredi. Et donc, il y a quand même une énergie. Et donc, l'université est très présente. Ils ont été refoulés. Alors, Naïm Kamal,
En une minute, est-ce que Gaïd Salah, je suis désolé, mais le retourne, est-ce que, avec son ton menaçant, le général Gaïd Salah pourra se maintenir, pourra tenir le coup, pourra tenir le choc? Parce que manifestement, ça ne baisse pas. Non, ça ne va pas baisser. Je ne crois pas que ça va baisser. Maintenant, Gaïd Salah, il ne faut pas lui reprocher de ne pas avoir été clair. Depuis le début, il s'est rangé du côté, soi-disant, du peuple, mais il a indiqué la voie. L'article 102, la transition dans le cadre des institutions avec les gens de l'institution. C'est un homme d'Bouteflika, c'est Bouteflika qui l'a mis là-bas. C'est le clan Bouteflika qui sont ses alliés. C'est l'armée algérienne. Bon, on ne sait pas encore ça. On n'a pas le temps pour... Malheureusement, on n'a pas le temps. Maintenant, on ne peut pas... Depuis, il n'a pas dévié. Et il continue à ne pas... Sa dernière intervention, il a dit... Il faut que la transition se fasse dans le cadre constitutionnel. Et c'est peut-être une solution, c'est peut-être une alternative au chaos. C'est possible. C'est possible, mais il ne faut jamais l'oublier, Gaïd Salah est l'homme de Bouteflika. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.